Alors, mes chers collègues, nous reprenons les auditions de notre commission d'enquête visant à identifier les raisons de l'échec des politiques publiques en matière de réduction des produits phytosanitaires. Avant toute chose, je voudrais excuser notre président Frédéric Descrozaille, qui ne pourra pas, pour des raisons de force majeure, présider nos auditions de ce jour, et celles de demain également. Il m'a demandé de le remplacer, donc je le fais avec grand plaisir. Après une séquence très tournée sur la question du régime d'autorisation des substances actives et des produits phytosanitaires avec les auditions de l'EFSA et de l'ANSES, ainsi qu'un déplacement à Bruxelles d'une délégation de notre commission d'enquête la semaine dernière, nous poursuivons notre tour d'horizon des acteurs essentiels pour la mise en œuvre de la politique publique de réduction des usages et des impacts des produits phytosanitaires. À l'évidence, les chambres d'agriculture comptent parmi ces acteurs incontournables. Elles ont d'ailleurs explicitement dans leur mission de contribuer, par les services qu'elles mettent en place, à la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Elles sont à ce titre destinataires d'une partie des aides prévues dans le cadre du plan Éco-Phyto. Au-delà, par leur rôle d'accompagnement des agriculteurs, d'interface entre les pouvoirs publics et le monde agricole, elles sont incontestablement un relais indispensable pour la conduite de cette politique publique. Nous sommes donc ainsi très heureux de pouvoir échanger aujourd'hui avec plusieurs responsables de Chambres d'agriculture France, structure qui anime le réseau des chambres d'agriculture. Monsieur Sébastien Winsor, son président, Monsieur Frédéric Ernoult, responsable du service agro-environnement, Monsieur Étienne Bertin, chargé d'affaires publiques, Monsieur Lucien Gillet, chargé de mission réglementation phytosanitaire. Messieurs, je vais à présent vous laisser la parole pour une présentation liminaire d'une dizaine de minutes maximum, qui sera l'occasion de vous présenter plus en détail le réseau des chambres d'agriculture et leur action en matière de réduction des produits phytosanitaires. Vous pourrez peut-être d'ores et déjà nous donner votre point de vue sur les raisons de l'échec relatif de cette politique publique depuis le début du premier plan Éco-Phyto. Auparavant, je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle également que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. C'est à vous. Alors, Madame la Présidente, merci. Juste, peut-être je ne vais pas prendre trop de temps pour présenter les chambres et rentrer assez vite dans le vif du sujet. Juste rappeler quand même que les chambres, c'est 8500 conseillers qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français, y compris d'hommes, et à peu près 500 antennes pour essayer d'être présents au plus près des exploitations et pouvoir rentrer dans le cœur des exploitations. Et en termes de financement, c'est à peu près 40% de notre budget qui vient de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti qui finance les chambres. Et puis le reste étant ou des réponses à des appels à projets, mais aussi beaucoup, pratiquement la moitié, des prestations qui sont vendues et payées par les agriculteurs. Juste peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail, notre première action autour des phytos, c'est le Certiphyto, et on a plus de 1100 conseillers qui sont formés au Certiphyto et qui sont accrédités par le Certiphyto Conseil. On a réalisé à date 11 600 CSP, alors à date c'est à fin septembre. Juste dire qu'on a vu une accélération quand même très très forte sur 2023, puisque sur ces 11 600, plus de 8 000 ont été réalisés depuis le début 2023. Et je veux juste le dire, en 2022, on avait embauché des conseillers, on avait commencé à former des conseillers, et dans cette période-là, on a manqué de clients ou d'agriculteurs pour faire suffisamment... Enfin, on n'a pas utilisé nos conseillers à plein temps sur ces missions, faute de candidats à ce conseil stratégique phyto, et que l'accélération de la communication qui a été faite début 2023, en particulier le renfort des pouvoirs publics, parce que nous, on avait essayé quand même d'envoyer énormément d'informations aux agriculteurs, a permis de donner un coup d'accélérateur aux candidatures des agriculteurs. Et à date, on se mobilise pour faire la quasi-totalité des demandes que l'on a enregistrées à date pour pouvoir les traiter toutes sur 2023.
on n'aura pas, je ne dis pas qu'on aura 0 candidat où on n'a pas pu faire, mais on en aura très peu, et on aura essentiellement des gens qui se sont manifestés en novembre-décembre. Les autres, on aura réussi à les faire en 2023 en mobilisant le réseau. Juste peut-être pour aller au-delà du Conseil stratégique phyto, dire aujourd'hui que les chambres, elles ont accompagné par des actions de formation un peu plus de 30 000 agriculteurs sur les enjeux phyto. Alors bien sûr, en premier lieu, le CERT phyto, mais pas que, énormément de formations sur des enjeux plus larges de réduction de phyto dans un catalogue de formation assez étoffé, plus, au-delà de ces 35 000 agriculteurs à qui on a présenté des formations, quasiment 17 000 agriculteurs qui ont bénéficié d'accompagnement dans des modes collectifs, que ce soit GDA, Groupe Défi, GI2E, voilà, quasiment 17 000 acteurs qui étaient inscrits dans ces accompagnements collectifs. Et puis, je peux citer, puisque voilà, quelques chiffres sur des enjeux. Par exemple, on a accompagné en 2021, on n'a pas les chiffres sur 2022, quasiment 12 000 agriculteurs sur l'agriculture biologique, aussi bien pour la conversion que pour le suivi de leur exploitation. Et juste vous dire, et on vous le transmettra, les chambres sont amenées à faire tous les ans un rapport annuel sur l'action des chambres, sur la réduction des usages et l'impact des produits phytosanitaires. Et donc, celui de 2022, enfin, on peut croire que vous envoyez celui de 2021, celui de 2022 est en cours de réalisation. Il nous faut un peu de temps pour remonter l'ensemble des données de l'ensemble du réseau et il sera fait avant la fin de l'année. Voilà, peut-être que si je rentre un peu plus dans le focus, parce que souvent, quand on a parlé d'échec des politiques, une des politiques qui était visée, c'est la politique de défi. Aujourd'hui, défi regroupe autour de 180 groupes, 2100 exploitations qui sont inscrits dans les groupes défi. Les chambres ont accompagné, alors j'allais vous dire près de 70%, si je veux être exact, 68% des groupes défi sont accompagnés par les chambres d'agriculture, 122 groupes sur les 180, si je veux être extrêmement précis. Alors, on peut être déçu par ce chiffre, mais moi, je veux quand même rappeler que les groupes défis, ils ont été conçus pour faire des références et obtenir des chiffres sur des exploitations où on poussait, avec des agriculteurs assez innovants, où on poussait le plus loin possible tous les feux pour aller réduire les volumes de produits phytosanitaires. Et on a avec eux un processus assez lourd d'enregistrement de l'ensemble de leurs pratiques de façon très détaillée, de manière à pouvoir tirer profit de ces références et à pouvoir les réutiliser chez d'autres agriculteurs. Donc, c'est quand même un travail qui a été conçu pour porter des précurseurs et pour porter des références. Et vouloir se dire, on va étendre ce process à la fois en collectif, pour accompagner l'ensemble des agriculteurs, et à la fois en collectif et à la fois en enregistrant beaucoup de données, pour accompagner les agriculteurs dans la réduction de phyto, je pense que c'était quand même probablement un peu voué à l'échec. Pour accompagner des agriculteurs qui sont un peu plus réfractaires au changement, on ne les amène pas dans un groupe où on commence par mettre sur la table leurs pratiques et où ils se comparent aux voisins. Peut-être qu'à terme, quand on a réussi à les embarquer, on peut faire ça, mais dans les premières étapes, c'est plutôt du tête-à-tête qui va permettre d'aller les embarquer et d'aller les inciter à réfléchir à leur changement de pratique plutôt que de la politique de groupe où quand on les amène, ils ont déjà l'impression d'être jugés par rapport aux voisins quand on met leur IFT sur la table. Juste redire peut-être que sur ces références, ça a vraiment servi et c'est un sujet sur lequel on s'appuie. Je le dirai et j'y reviendrai peut-être après. Je pense qu'on a besoin d'aller un cran plus loin sur les références. On le voit bien, par exemple, sur l'accompagnement des éleveurs. Aujourd'hui, avoir des références expérimentales techniques, c'est une chose. Il faut aller jusqu'au bout et y compris mesurer l'impact sur le revenu de l'exploitant. Parce que pour convaincre un agriculteur, il est extrêmement important de montrer que s'il adopte ces pratiques, l'impact sera ou nul ou positif sur son résultat d'exploitation, sera nul ou positif sur son temps de travail. Et donc, on aura besoin d'aller plus loin sur l'ensemble des références. Et c'est un des projets que l'on porte d'ailleurs aujourd'hui dans les 15 millions supplémentaires de CASDAR qui sont accordés dans le projet de loi de finances. Voilà. Pour continuer peut-être sur l'ensemble de ces points, j'entends qu'on n'a peut-être pas réussi complètement sur les 30 000 fermes, mais je le redis et j'ai essayé d'expliquer pourquoi.
Je veux quand même redire qu'on a quand même réussi sur un certain nombre de points. On a baissé de quasiment 96% l'utilisation des CMR1, donc des produits les plus toxiques. On a baissé de 20% sur les CMR2 par rapport à la référence 2015-2017, et on a augmenté sur le biocontrôle. Je veux dire aussi, un des phénomènes nouveaux sur lesquels on est en grande difficulté, c'est les difficultés de désherbage avec les résistances d'un certain nombre de plantes qui sont apparues et qui ont amené les agriculteurs à la fois à mettre en place les techniques alternatives, mais pour autant, en mettant en place ces techniques alternatives, à ne pas arriver à baisser les volumes de produits phytosanitaires utilisés parce que des phénomènes de résistance ont amené des développements en nombre considérable de ces adventices. Dans les enjeux que l'on peut regarder devant nous, je le redis et on ne le nie pas, le CSP et l'augmentation des volumes en CSP est un enjeu majeur devant nous, et on s'y prépare, on continue à former des techniciens et on sera au rendez-vous. Je pense qu'on sera en vraie difficulté si on devait faire les deux CSP qui sont nécessaires au moment du renouvellement du certificat, mais je suis à peu près sûr qu'on arrivera à tenir la barque et à être au rendez-vous pour faire au moins un CSP chez chaque agriculteur avant ou dans les mois qui suivent le renouvellement de son certificat. En tout cas, moi, on en a pris l'engagement côté Chambre, et je ne sais pas quelle part des CSP on fait, mais je pense qu'on est de loin le premier acteur. On doit être pas loin des 80 ou 90% des conseils stratégiques phyto qui sont réalisés. Deuxième sujet, je pense que avec ce conseil stratégique, on fait un accompagnement de premier niveau sur la réduction des produits phyto, en regardant est-ce que j'utilise des outils d'aide à la décision, est-ce que j'adapte bien mes protections fongicides ou insecticides en fonction des variétés que j'utilise, et quand j'ai une variété résistante, est-ce que j'ai bien diminué la dose. Des choses assez basiques qui sont la base de la réduction et les premiers pas les plus significatifs sur la réduction des phytos. On a un deuxième sujet, c'est que pour aller plus loin, il faut regarder l'approche du système global de l'exploitation. Et cette approche de système, et comment je change mon système, comment je change les cultures que j'ai dans ma rotation, comment je change assez fondamentalement la façon dont je vais implanter ces cultures, la succession de ces cultures, comment je change, y compris un certain nombre de mes pratiques d'élevage. Ce travail-là, un peu plus fondamental, il ne peut pas se faire au travers d'un conseil stratégique unique sur une demi-journée ou une journée. C'est vraiment un accompagnement dans la durée de l'exploitant. Il faut aller le voir, et il faut le voir 2 fois, 3 fois, 4 fois dans l'année, pendant au moins 2 ans, pour l'accompagner pas à pas dans ces changements et le rassurer face à ces changements. Ce n'est pas un sujet nouveau, c'est de l'accompagnement face aux changements. On a besoin des références que j'ai citées tout à l'heure pour reprendre tous les points qui ont pu être amenés chez leurs voisins et regarder avec eux quel est le premier qui l'implante, quel est le deuxième. Pour gérer mes herbicides, est-ce que je retarde ma date de semis ? Est-ce que je retarde du coup mon implantation d'interculture? Est-ce que je vais faire du faux semis? Est-ce que quand je suis en échec sur le faux semis, je vais faire un labour? C'est vraiment un système qu'il faut concevoir avec eux sur la durée et le faire au moins pendant 2 ans pour avoir ce progrès. Et pour ça, on demande dans le cadre de la planification environnementale, qui est à peu près, notre chiffrage, c'est un besoin autour de 50 millions d'euros, 55 millions d'euros par an, pour accompagner 10 000 agriculteurs sur 2 ans, dans la durée, autour de ces enjeux-là, sachant qu'on n'ira pas voir l'agriculteur 3 fois, une fois pour les phytos, une fois pour le changement climatique, une fois pour la décarbonation. Il faudra bien aller le voir et traiter l'ensemble des problèmes. Est-ce que je peux vous demander de conclure pour que je puisse donner la parole au rapporteur ? Pardon. Et puis, peut-être dernier point, en conclusion, je l'ai dit, on a besoin des références. Le dernier point, c'est qu'il va falloir aussi qu'on regarde comment on embarque le consommateur, parce qu'à un moment, porter toutes ces pratiques peut aussi avoir un coût, et la situation que l'on vit aujourd'hui avec des consommateurs dont le budget alimentaire baisse de quasiment 15% par rapport aux moyennes des années précédentes, c'est un sujet qui nous impacte, et y compris le sujet européen de l'affichage de l'origine, le sujet des appels d'offres publics avec des critères d'origine, etc., est un sujet majeur pour nous si on veut demain arriver à ce que les agriculteurs implantent ça et arrivent à en trouver un complément de revenus par rapport à leurs pratiques. Voilà. Est-ce que dans vos différents intervenants, vous souhaitez que d'autres interviennent? Si j'ai oublié des choses. Si c'est bon pour vous, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la parole à notre rapporteur. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, messieurs. Merci pour d'abord, c'est un plaisir de vous recevoir et de continuer le dialogue avec vous. Il est constant avec l'Assemblée.
Et nous avons déjà eu sur les questions d'agroécologie, sur les questions proches de séparation du conseil et de la vente avec le député Stéphane Travers, ancien ministre, l'occasion de nous voir et d'échanger. Donc quelque part, nous sommes dans une forme de continuité. Et je vous remercie pour le propos liminaire et la qualité de l'équipe qui vous accueille. Ça montre l'intérêt que vous avez pour la représentation nationale et le travail que nous avons entamé. Alors je vais vous poser un certain nombre de questions. Elles visent tous à éclairer la représentation nationale et à nourrir la commission d'enquête. On a un constat d'échec qu'on ne veut pas surligner, sur lequel on veut trop s'attarder. On est surtout là pour rechercher des solutions. Donc il faut tirer parti de ce qui ont été des échecs ou des rendez-vous ratés pour envisager la suite le mieux possible. Nous nous positionnons comme une commission d'enquête force de proposition aux côtés d'une puissance publique qui veut lancer un nouveau plan Ecophyto dont on espère que celui-ci réussira. C'est le plan qui va être annoncé dans le mois d'octobre. Et la réponse que j'ai eue du gouvernement, c'est qu'il serait attentif aux conclusions de la commission d'enquête, parce que la première mise sera une première mise. Il y aura une concertation avec la profession et l'Assemblée. Notre commission d'enquête sera un petit peu une des forces de proposition pour un dispositif qui devrait être stabilisé début 2024. Donc nous sommes dans le bon temps, qui est aussi celui du temps d'une directive sûre, dont nous avons découvert la semaine dernière à Bruxelles, qu'elle n'était pas totalement engagée et stabilisée. Elle fait l'objet de tractations très importantes. Elle dispose de propositions qui sont très engageantes, notamment au niveau du Conseil indépendant. Et je vais donc vous interroger sur tous ces sujets particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous donner, un des grands points, c'est la redevabilité des résultats et des moyens. Donc ces documents, vous les envoyez. Est-ce que vous êtes en situation de nous dire, comme vous pourriez le dire au ministre de l'Agriculture, avec une certaine précision, les moyens que vous avez engagés pour la réduction des produits phyto, la provenance de ces ressources, les montants engagés, les actions financées? Est-ce qu'on peut avoir une sorte de balance entre l'effort que vous avez fourni par rapport à ce qui a été demandé, mais aussi ce que vous avez financé par vos propres forces et ce qui a été accompagné par la puissance publique? Est-ce qu'un bilan quantitatif peut être fait par la PCA aujourd'hui? Alors, je n'ai pas dit comment ils avaient été financés. Si je reprends les choses un peu dans l'ordre, le certifito, il est essentiellement payé par l'agriculteur aujourd'hui. Ce que nous, on a mis, c'est toute l'ingénierie pour concevoir les formations, on utilise nos locaux, etc. Mais le temps passé par les conseillers pour faire le certifito, il est payé par l'agriculteur. Sur le réseau défi, j'ai dû dire qu'on avait fait 120 fermes sur les 180. Ça, c'est quasiment exclusivement, il y a une petite contribution de l'agriculteur, c'est quasiment exclusivement payé par de l'argent qui vient du programme Ecophyto. De la même façon, je pourrais mettre le BSV. On a une trentaine de TP qui sont financés pour la réalisation de l'ensemble des bulletins de santé du végétal sur le territoire, côté chambre. Après, on perçoit plus que ça, mais on est aussi un acteur du transit de ces BSV, puisque souvent on fait l'animation, et on paye d'autres acteurs qui font des observations, les Fredons, par exemple, qui participent aux observations, etc. Mais allez-y, complétez. Défi sur un mi-temps, ouais. Oui. Alors, défi, voilà, c'est de l'argent d'Ecophyto, mais qui est payé par qui transite par l'OFB, puisque c'est l'OFB qui est l'organisme qui paye. Sur le Conseil stratégique phyto, toute la conception du Conseil stratégique phyto, y compris du logiciel qui nous sert aujourd'hui à questionner l'agriculteur, faire ressortir aux techniciens des pistes, toute la formation des 400 premiers conseillers, tous les 1000 tests qu'on a fait qui nous ont servi à mettre au point cette méthode du Conseil stratégique phyto, elle a été financée sur l'impôt chambre, exclusivement. Puisque les 1000 premiers, on les a quasiment fait gratuitement. Allez, on les a fait payer 50 € pour que les gens ne se désistent pas, mais on les a payés avec de l'argent du fonctionnement des chambres. Une fois que la méthode est lancée, maintenant on les fait payer. On a un peu de disparité dans le réseau et on essaye d'y mettre un peu d'ordre, mais on essaye de faire payer à peu près notre coût, puisqu'on est dans le domaine concurrentiel, donc on essaye de faire payer notre coût de réalisation. C'est-à-dire
non pas le logiciel qui nous a servi, etc., mais au moins le coût du conseiller passé à faire ce certifito. Voilà. Alors les groupes défis ou autres, les groupes GI2E, pardon, en général, quand on accompagne un GI2E, le financement GI2E paye à peu près la moitié de l'animation, à grosse ligne, et l'autre moitié est prise sur l'impôt ou un tout petit bout de paiement des agriculteurs. On fait payer un petit peu les agriculteurs parce que ils ont tendance à penser que ce qui n'est pas payé n'a pas de valeur. En les faisant payer, on s'assure qu'ils viennent, qu'ils participent, qu'ils sont présents. Donc on a une participation, mais qui est en général plutôt symbolique par rapport à l'ensemble des coûts de l'animation de ces groupes de développement. Elle appelle quelques compléments. Vous avez pris connaissance du rapport qui a été publié au début de l'annonce de cette mission. Il y a un rapport qui était resté relativement discret sur l'évaluation financière de la performance du plan Ecophyto. Vous avez pu en prendre connaissance? C'est ça. Vous avez pu le connaître, oui. Il interroge notamment, les inspecteurs qui ont réalisé cette étude, interrogent notamment une certaine opacité sur la question du BSV. Ils disent on ne sait pas trop qui fait quoi, combien ça coûte, si on est au bon prix, si on est performant. Est-ce que vous pouvez, je vous donne l'occasion, à travers, c'est une inspection, hein, je vous donne l'occasion de répondre et d'apporter des clarifications. Alors le BSV, en fait, on a revu l'OFB et de toute façon, les règles sont en train de bouger un tout petit peu sur le financement. Mais le BSV, nous, chambres, on touche une somme par région, à la fois pour l'animation et pour l'ensemble des acteurs. Et ces sommes sont reversées à chaque acteur au prorata du nombre d'observations qui est réalisé. Donc on paye, non pas au temps passé, mais à l'observation. Mais comme une des volontés du BSV, c'était que tous les acteurs participent, parce que c'est aussi l'occasion pour les acteurs de partager leurs résultats et de se mettre un peu d'accord. Et je pense que pour nous, ça a été un axe majeur, par exemple, pour embarquer... on va dire les gens qui sont des vendeurs de produits phyto, les COP, les négoces, et que quand ils participent à ces observations, et du coup quand ils échangent à la réalisation du BSV, le constat, on le partage, et du coup, ils sont obligés de se l'approprier. S'il était fait que par les chambres, on aurait un constat... Et on aurait quelques acteurs qui pourraient dire non, je ne suis pas d'accord, il faut quand même utiliser tel produit parce que je ne partage pas le constat. Là, tout le monde a participé au constat. Donc c'est important que tout le monde soit dedans. Après, nous, on reverse à chaque acteur au prorata du nombre d'actions qui a été faites. Alors moi, je veux bien, parce que c'est un débat qu'on a eu avec l'OFB, qu'on aille enregistrer le temps exact pour chaque conseiller, quelle parcelle il est allé voir, à quelle heure il est parti, combien il a fait de kilomètres. Combien il a passé de temps sur la parcelle, combien il a mis de temps à revenir. Mais comme à chaque fois, sur chaque BSV régional, on a une trentaine d'acteurs qui font des observations, si on rentre dans ce niveau-là de justification, on va remettre des documents de 3000 pages et on va passer plus d'argent public à comptabiliser que d'argent public à réaliser. Et je ne pense pas que ce soit non plus la bonne solution. Après, je peux vous dire que l'OFB nous challenge et que... ils n'ont pas choisi de verser un forfait à l'observation extrêmement généreux et on a même plutôt du mal aujourd'hui à trouver des acteurs pour faire ces observations vu les niveaux de financement qui en plus ont baissé par observation au fil des années et que le vrai sujet, le vrai risque que je crains, c'est qu'on n'ait plus d'acteurs et qu'à un moment, il n'y ait plus que les chambres qui fassent les observations. Oui, c'était important. Hein. À la fois, l'inspection avait pointé cet angle mort de la clarté de l'utilisation de l'argent public, et puis l'OFB vous a monesté, enfin vous a challengé. Donc c'est quelque chose qui est en train de se rétablir, la vérité des prix, des coûts, etc. est en train de s'établir. Et en tout cas, on a des conventions qui sont faites, qui sont transparentes, avec qui est financé, qui touche combien. Tout ça fait l'objet de conventions qui sont communiquées à l'OFB et qui étaient communiquées... voilà, ça n'a jamais été fait sans transparence. Très bien, merci. Moi, j'avais eu l'occasion, lors du rapport que j'avais remis au Premier ministre en 2014, de faire un petit peu un tour de France. Et ce que j'avais observé, c'est que l'engagement des chambres, en vrai, a été très disparate. Est-ce que, presque 10 ans après, on peut dire qu'elles sont toutes également mobilisées sur le territoire, sans faux semblant, complètement, avec des personnels compétents, sur le BSV engagés? Non, globalement, sur les politiques de réduction des phytos. Oui, je pense que globalement, on a un réseau. Globalement, sur l'ensemble des transitions,
à un peu plus monter en puissance et à un peu plus, j'allais dire, admis son rôle, sans complexe. Et dans le projet stratégique des chambres, le sujet de la réduction des phytos est inscrit noir sur blanc, ce qui il a été fait en 2021, enfin il fait l'objet du COP. Et donc, moi alors je ne vais pas vous dire qu'on est rigoureusement pareil chez tout le monde, mais je n'ai plus de chambre qui refuse d'accompagner le sujet de la réduction des phytos. Je pense que je peux peut-être avoir, voilà, dans les DOM, on a quelques territoires où le sujet est un peu plus complexe que ça, avec des chambres qui sont très faibles, à Mayotte, en Guyane, voilà. Mais au moins sur la métropole, je n'ai pas de problème à dire que toutes les chambres sont engagées, certaines depuis plus longtemps, donc elles ont une longueur d'avance, mais toutes les chambres sont engagées dans les BSV, toutes les chambres, et on a mis une part dans le contrat d'objectif qu'on a signé avec le ministre, on a une part de l'impôt qui est prélevée aux chambres et qui ne leur revient que si ils accompagnent un certain nombre de sujets. Et dans ces sujets, il y en a autour des transitions et de la réduction des phytos. On monitore combien d'agriculteurs ils ont accompagnés, on regarde, ils nous rendent des comptes, et quand ils ne tiennent pas la route, il y a une retenue qui est opérée. Donc, on est sur une sorte de conditionnalité des aides publiques liées à des résultats, des obligations de moyens. De résultats. De moyens, de résultats. C'est quoi le résultat alors? Le résultat, c'est le nombre d'agriculteurs accompagnés. Oui, mais c'est le nombre d'agriculteurs accompagnés. Alors, j'ai un peu de difficulté à le mesurer concrètement, mais on n'est pas sur, vous avez mis tant d'argent, on est sur le nombre d'agriculteurs qui sont réellement allés accompagner en agriculture biologique. D'ailleurs, c'est un des indicateurs sur lesquels on ne sera pas au rendez-vous, puisqu'en fait, on s'était fixé de faire au moins la moitié du plan Ambition Bio. On est bien sur la moitié des accompagnements bio, mais le plan Ambition Bio, il est un peu en difficulté. En tout cas, notre réseau, on s'est engagé et on a dit on en fera la moitié, et c'est l'objectif qui est encore tenu. Après, on a des discussions avec le ministère quand on ne tient pas un objectif, mais sur les phytos, sur ces sujets-là, sur les transitions, il y a un retour en fonction du nombre d'agriculteurs accompagnés dans une transition. Pardon. Je continue sur cette question de l'évaluation, elle est capitale. Parce que vous avez une vocation universelle à concerner l'ensemble des agriculteurs avec une mission de service public qui est déléguée par l'État. L'évaluation, elle se fait sur les engagements terrain, monitorés, etc. J'entends, hein, il y a eu un progrès d'engagement plus uniforme des chambres. Pour autant, il n'y a pas de redevabilité sur les résultats de réduction des nodules pour autant. Est-ce que c'est quelque chose qui... Non, mais dans l'absolu, on pourrait imaginer. Je pose la question, parce qu'on a aussi de chercher. C'est... alors, oui. Qui motive les chambres et les conseillers. Si je leur mets un objectif sur le nombre d'agriculteurs qu'ils doivent accompagner, je peux y compris mettre un objectif sur la qualité de l'accompagnement. Ça, c'est pleinement dans leurs mains et c'est un truc qui va les motiver. Et la sanction, elle peut tomber, elle est assez radicale. Et je n'ai pas de problème pour faire exécuter la sanction. Vous voyez, quand on dit sur l'agriculture biologique, on a fixé des trucs, là, je vais avoir un peu de difficulté à fixer la sanction parce que je ne suis pas le seul à maîtriser le sujet. Si on leur met des indicateurs où ils sont peu en maîtrise du sujet, je pense que ce n'est pas la meilleure façon de les motiver à faire le résultat. Voilà, donc moi, je pense qu'on a eu beaucoup de débats en interne, y compris sur ce sujet des indicateurs. Je pense que ceux qu'on a posés posent un niveau d'exigence. On ne leur dit pas, vous accompagnez... certifito, on leur dit vous devez accompagner tant d'agriculteurs sur un conseil de transition, et un conseil de transition, c'est ça. Ils ne comptabilisent pas ce qu'ils veulent. On ne va pas rechercher leurs chiffres, on leur demande d'enregistrer sur les logiciels de facturation et de paiement pour vérifier que les chiffres sont les bons. On n'est pas... voilà. Donc, après, ils ont déjà aussi un certain nombre de difficultés. Hein. Une des premières difficultés qu'on vit aujourd'hui, alors, c'est... deux ordres de difficultés. Des chambres où il y a énormément de filières, c'est encore plus compliqué parce qu'on a beaucoup de difficultés à accompagner la diversité des filières. Ça nécessite beaucoup de techniciens. Et ça, on commence à les pousser à mutualiser des techniciens sur des petites filières. Et le deuxième sujet majeur auquel on se heurte, c'est le sujet du turnover de nos conseillers. Et celui-là, il est plutôt en train de s'accentuer parce qu'il y a un petit débat en ce moment sur la réévaluation de la taxe pour les chambres.
je le dis, mais cette taxe, les collectivités, elles ont eu, au fur et à mesure des années, une réévaluation des bases sur lesquelles est assis l'impôt. Nous, on nous a à chaque fois maintenu un plafond. Quand on nous maintient un plafond depuis 20 ans, on commence à avoir des problèmes pour payer nos salariés au bon niveau de salaire. Et on a un turnover qui est en train de s'accentuer de façon galopante. Et si on n'obtient pas les soutiens-là, on sera vraiment en difficulté pour accomplir ces missions, notamment autour de sujets de turnover. Et tous les sujets d'accompagnement sur des phytos, pour les faire efficacement chez un agriculteur, il faut vraiment avoir des conseillers qui aient de la bouteille et qui savent, encore une fois, challenger un peu l'agriculteur sans lui amener des recettes toutes faites et qui ont, j'allais dire, suffisamment de bouteilles pour être un peu reconnus par l'agriculteur. Merci. Pour poursuivre sur la question de l'évaluation, sans y passer trop de temps, parce qu'on a beaucoup de questions, quel est votre point de vue à vous sur le bon critère? Est-ce le QSA? Est-ce le NODU? Et quel avis avez-vous sur le critère que l'Europe, qui semble se dessiner à l'échelle européenne? Vous avez une expertise dessus? Je ne sais pas s'il y a un critère qui est spécialement meilleur que l'autre. En tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est la stabilité dans le critère, de ne pas changer la base de calcul du critère. Et je pense que c'est important pour nous, c'est que ce critère, merci Lucien, ce qui est important pour nous, c'est que le critère ne soit pas contesté par le monde agricole. C'est extrêmement important. Par exemple, on a eu des débats sur les produits de biocontrôle, est-ce qu'on les compte dans les NODU, etc. Mais si on les enlève, ça permet que le critère ne soit pas contesté par le monde agricole. Le dernier point peut-être sur lequel je reviendrai, il faut aussi que l'objectif, le monde agricole le sente comme atteignable. Et afficher d'entrée de jeu l'objectif de 50% de réduction, je ne suis pas certain que ce soit un grand facteur de motivation pour le monde agricole. Il y a un débat dans le cadre de sur le niveau de progression qui est demandé. Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir un indicateur pas trop élevé, atteindre le résultat et revoir l'indicateur, enfin revoir l'objectif après, que de fixer une barre très haut et que tout le monde pense qu'elle n'est pas atteignable et du coup, on ne génère pas de motivation. Donc moi, je suis vraiment demandeur à ce qu'on ait des objectifs réalistes et un peu étayés sur comment on fait pour les atteindre. Vous aurez noté qu'actuellement, on ne réduit pas l'objectif, on proroge dans le temps. Hein. Oui, oui. Donc on s'est redonné au moins une décennie pour atteindre le même objectif. Donc j'entends votre proposition. Moi, je vais bientôt m'arrêter parce qu'il faut vraiment qu'on partage. J'ai beaucoup d'autres questions, mais je veux que les collègues qui sont nombreux ce mercredi soir puissent s'exprimer. Quelques mots sur la séparation du conseil et de la vente. Ça aurait pu être l'heure de gloire des chambres d'agriculture qui auraient fait un conseil indépendant, neutre, indépendant, d'intérêt général. Ça n'a pas été le cas. On l'a quand même fait, nous, ce conseil neutre et indépendant. Oui, non, mais d'accord. Mais concrètement, on n'a pas vu une explosion ni du conseil indépendant privé, ni du conseil chambre qui est explosé suite à la séparation du conseil et de la vente. Donc il y a un mystère, parce que les agriculteurs ont continué à faire des produits de traitement. Donc concrètement, ils ont continué à être conseillés. On a fait beaucoup de conseils après la vente. Enfin, pas nous. Les acteurs qui vendent font beaucoup de conseils après la vente. Ils avaient le droit de faire du conseil post-vente sur l'utilisation. Ils ont fait beaucoup de conseils après la vente sur l'utilisation. Mais ils ont continué à accompagner autant d'agriculteurs. Oui, mais ça, vous parlez des conseillers chambres? Non, les autres. Pour que ça revienne aux chambres, c'est des gens qui n'auraient plus été accompagnés par leur COP ou par leur négoce, seraient peut-être tournés vers les chambres. Mais les COP ou les négoces ont continué à faire du conseil après la vente. On leur a fait dire, hein, elles l'ont dit, elles le diront dans cette commission d'enquête. Donc à partir de ce moment-là, les gens ne se sont pas tournés vers nous. Voilà, on n'a pas changé grand-chose à la réalité du conseil. Ni vers les conseillers indépendants ou de façon très marginale. Voilà, d'accord. Très bien, donc ça c'est le premier échec, c'était le but, hein, c'est de séparer la vente et le conseil. On n'a pas séparé la vente et le conseil. Vous avez été chargé du conseil stratégique. Et alors, l'État dit, ça arrive que l'État dise les chambres n'ont pas fait le boulot. Vous dites l'État n'a pas informé, n'a pas donné les bases d'information. Il faut une clarification parce que l'échec est patent. On est à peine un tiers des objectifs. On est devant un mur là. Moi, j'ai pas entendu l'État dire que les chambres n'avaient pas fait le boulot. Enfin, il me semble pas dans les propos de Maud Flépou que j'ai entendu ici qu'elle ait dit ça. Alors, non mais on dit qu'il y avait une mission. On entend qu'il y avait une mission pour les chambres de réaliser ce CSP. Je l'entends. Encore une fois, je peux vous dire que alors je vais prendre l'exemple de la Normandie que je maîtrise un peu mieux.
on a envoyé des flyers à tous les agriculteurs de Normandie. On a passé des accords avec les coopératives pour que les coopératives incitent, puisque pour le coup, comme le conseil stratégique, il était neutre et affiché comme tel, elles n'ont pas fait de conseil stratégique, mais on les a poussées pour qu'elles écrivent à leurs adhérents en leur disant « Tournez-vous vers les chambres pour faire le conseil stratégique phyto, sinon vous ne pourrez plus acheter de phyto parce que vous ne pourrez pas renouveler votre certificat. » Moi, je ne peux pas forcer l'agriculteur et l'attacher pour qu'il vienne me voir. Je vais juste donner un exemple. Qui aurait dû le faire? Qui aurait dû le faire? Je pense que c'est important que l'État communique. D'accord. Le jour où la DRAF chez moi, où le préfet a communiqué, on a multiplié par 10 le nombre de candidats. Donc la défaillance, c'est du côté clairement de l'État. Je pense que tout le monde a pensé que l'explication qu'on avait donnée suffirait à ce qu'il soit, à ce qui se présente. Et à un moment, on n'a pas bien perçu qu'on prenait du retard ou on a mis trop de temps à s'apercevoir qu'on prenait du retard. L'erreur, elle est plutôt là, plutôt que de dire l'État n'a pas communiqué. L'État a mis trop de temps à s'apercevoir qu'on était en retard. Non, mais ça n'a pas été simple de les convaincre, d'expliquer. Et le jour où ils ont communiqué, on a explosé le nombre de demandes. Voilà. Non, mais ce que je voulais savoir, c'est qui était responsable. Vous dites c'est clairement c'est à l'État de dire que c'est une obligation de la loi. Et mais nous, on a essayé de communiquer. On ne peut pas le faire tout seul. Le dernier point, parce que je peux aller un petit peu plus loin, c'est que la complexité du système qui a été proposé avec 2 CSP distants de 2 ans pour renouveler le certificat, nous a pas facilité la tâche. Et alors, pas les premiers, mais à partir d'une certaine année, il fallait les 2. Voilà. Je peux vous dire que même nous, pour expliquer à un agriculteur quand il devait faire son conseil stratégique phyto, c'est un peu compliqué. Alors, on est quasiment obligé de poser la date, de remettre des règles de calcul, etc. Donc l'agriculteur tout seul, il a beaucoup de mal à savoir quand il fallait le faire. Je pense que ça participe au fait qu'il ne soit pas inscrit. Très clairement, la complexité du système. C'est la loi et la mise en œuvre de la loi. D'accord, ok. Vous n'êtes pas en cause. J'en prends acte. Vous n'êtes pas les seuls à faire ce conseil stratégique. On a déjà eu l'échange. Des contrôles laitiers, des centres de gestion se mettent à faire du... Quelle est votre opinion? Alors, je veux dire, la mienne, ça peut vous aider. C'est qu'on est en train de balkaniser ce conseil qui, par essence, relève plutôt de l'intérêt général et de la compétence des chambres d'agriculture. On parle d'agronomie, on parle d'adaptation à l'exploitation, on parle de poursuite d'un intérêt général. Je pense aux protections des captages et aux différentes directives environnementales qui sont territorialisées. Est-ce que cette balkanisation et cette banalisation du conseil stratégique, qui s'appelle bien stratégique, et qui vient tous les 2 ans et demi pour réorienter la ferme vers l'agroécologie, est-ce que d'autres acteurs que vous sont habilités à le faire? Est-ce que vous ne pensez pas que ça devrait être une sorte de privilège, en tout cas une mission très clairement dévolue aux chambres d'agriculture? Alors, peut-être juste un point avant sur comment on fait pour pas prendre de retard à nouveau. Un des points, c'est que nous, chambres, on ne connaît pas les dates de renouvellement des certificats des agriculteurs. Et donc, pour leur dire quand est-ce qu'ils doivent faire leur CFP, on est incapable de le faire. Sauf s'ils reviennent vers nous avec leur date. Et j'ai dit, il faudrait qu'il y ait une liste, et pas que pour nous, diffuser des dates de renouvellement des certificats pour qu'on puisse envoyer des courriers ciblés, commencer par ceux qui ont besoin de le faire en premier, et leur dire à quelle date ils doivent faire leur CSP. C'est aussi une des raisons de l'échec, c'est que nous, on était incapable de leur dire à quelle date ils devaient le faire. Sauf quand ils nous appelaient pour nous le demander. Voilà. Juste sur... est-ce que c'est les chambres qui doivent avoir le monopole, en gros, ou pas? Honnêtement, je voudrais savoir la part des conseils stratégiques phyto qui est fait par les autres acteurs. Je pense qu'elle est largement inférieure à 20%. Je me trompe peut-être, mais dans les résultats qu'on a dans ma région ou autres, les autres acteurs sont très peu présents sur le conseil stratégique phyto. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on ne rentre pas dans une concurrence qui tire le niveau du conseil stratégique phyto vers le bas. Et donc, est-ce qu'on doit avoir le monopole? Je ne sais pas, mais il faut qu'il y ait une instance qui contrôle la qualité du travail qui est fait. Il faut revoir peut-être les exigences autour de ce certificat et contrôler que les certificats qui sont faits respectent ces règles d'exigence, parce que même nous, si nos concurrents font du low cost, à un moment, on ne tiendra pas. Et donc, je ne sais pas si on doit avoir le monopole. On pourrait être l'acteur
un peu de contrôle ou d'animation des gens qui font du conseil stratégique phyto. Ça, c'est peut-être un rôle qu'on peut avoir plutôt que d'avoir le monopole. Le dernier point, c'est pour que les agriculteurs croient au conseil stratégique phyto, je vous l'ai déjà dit, mais il est extrêmement important que les gens qui continuent à faire du conseil spécifique fassent allusion et référence à ce conseil stratégique qui a été fait. Et qu'un acteur qui fait du conseil spécifique ne puisse pas dire le conseil stratégique qu'on t'a fait, c'est n'importe quoi. Moi, je vais te faire du vrai conseil sur le terrain au jour le jour. Il est extrêmement important que le conseil stratégique qu'on a fait, les gens qui font du conseil spécifique l'aient et fassent référence à ce qui est fait au moment où ils font du conseil spécifique. Ça marche, hein, on y arrive dans certains territoires. Je le redis, on a passé un accord avec Agrial où on fait le conseil stratégique, on l'envoie aux conseillers d'Agrial, et les conseillers d'Agrial y font référence. Et quand on travaille comme ça, je pense qu'on emmène les conseillers de la COP plus qu'en étant en opposition. Merci, Monsieur le Président. Avant de passer la parole à mes différents collègues députés, je vais vous poser un certain nombre de questions par rapport à tout ce que vous avez pu dire. Et je vais notamment démarrer sur la notion de diversité des cultures que vous avez évoquée. Parce que si vous êtes de Normandie, moi, pour ma part, je suis plutôt du côté Drôme-Ardèche, et on a une problématique autour de tout ce qu'on appelle les cultures orphelines. Et donc, quid de l'accompagnement sur toutes ces productions où les agriculteurs n'ont pas, on va dire, de solution. Donc, comment est-ce que vous pouvez les accompagner ? Je vous en mets toute une série, je vous laisserai les prendre une par une. Tout à l'heure, vous évoquiez, lorsqu'on parlait des critères, vous disiez que le critère ne devait pas être contestable. Qu'est-ce qu'on entend par critère non contestable ? On est parti au départ d'une réduction de 50% des quantités. Aujourd'hui, on parle d'une réduction de quantité de, on va dire, prendre en compte la dimension du risque. Qu'est-ce qui est acceptable pour l'agriculteur ? Même question, vous parlez d'objectifs réalistes. Si le moins 50% n'est pas un objectif réaliste, sachant que c'est l'objectif qui avait été fixé au départ, qu'est-ce qui aurait été un objectif réaliste ? Est-ce que c'est un objectif qui aurait été fixé année après année ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Concernant la partie d'information des chambres vis-à-vis des agriculteurs, les agriculteurs considèrent les chambres à la fois comme des structures d'accompagnement, mais aussi comme des structures qui réalisent des prestations. Est-ce que le fait que vous soyez une structure prestataire pour les agriculteurs ne leur a pas fait penser que lorsque vous leur proposiez de réaliser une prestation autour du certificat, que c'était simplement une prestation que vous vouliez leur vendre plutôt que quelque chose qu'ils devaient réaliser ? Voilà, je vais m'en arrêter là pour un premier temps. Ce que je disais tout à l'heure autour des indicateurs non contestables, c'est qu'il est extrêmement important de ne pas changer la base de calcul de l'indicateur. Et il est important, par exemple, qu'on ne puisse pas contester en disant, quand on bascule un produit vers un produit de biocontrôle, on fasse augmenter les volumes parce que le produit de biocontrôle est utilisé avec des volumes plus forts. Donc il faut mettre que les produits qui ne sont pas de biocontrôle ou pas autorisés en bio, ça supprime des débats totalement inutiles pour remettre en cause l'indicateur. C'est juste ça mon point. Il faut qu'on accepte d'avoir un indicateur où on a enlevé quelque chose pour éviter que tout le monde conteste l'indicateur. C'est important. Sur les objectifs, quels sont les objectifs atteignables ? Ça nécessite un travail quasiment filière par filière, d'expertise, de regarder. Je pense que, pour le coup, j'ai compris que c'est ce qui était un peu engagé dans le cadre de la planification environnementale, et de planifier les arrêts de molécules, les sorties, les substitutions, etc. Donc dans Ecophyto, on a aussi un certain nombre de chiffres qui sont remontés et sur lesquels on peut s'appuyer, mais il faut regarder dans quelle mesure ils sont transposables à tout le monde. Donc il y a un petit travail d'expertise à faire si on veut donner des chiffres. Il y a un peu de temps à y passer pour donner un chiffre réaliste. Sur la perception des chambres, vous dites qu'on est souvent perçu comme un prestataire qui vend des prestations. Moi, dans la réalité, sur le terrain, on est souvent perçu comme le bras armé de l'État. Et l'organisme qui pousse les politiques publiques. En tout cas, sur le certificat que vous avez cité, on est dans le domaine concurrentiel. Il nous a été dit très clairement qu'on ne pouvait pas y mettre d'impôts.
donc on n'y met pas d'impôt. Et quand même, je pense qu'on a fait tout le monde. On n'a pas été en retard pour faire le certifito. On a su accompagner le certifito. Je vous ai encore dit, l'année dernière, on en a fait 25 000, dont 3 000 pratiquement nouveaux entrants. Donc je ne pense pas que sur le certifito, on ait eu de problème à faire. Pourquoi on en a sur le CSP? Je ne veux pas redonner les arguments, mais complexité du calcul, impossibilité pour nous de faire le calcul, nouvelles mesures sur lesquelles on n'a pas assez communiqué. Il y a un ensemble de choses qui a fait qu'on n'a pas fait suffisamment le conseil stratégique phyto, mais je ne vois pas pourquoi on aurait réussi à faire le certifito et pourquoi on n'arrivera pas à faire le CSP. On a quand même, juste pour le redire, hein, sur le CSP, puisque vous posez la question, on a quand même dans un certain nombre d'endroits de l'administration qui avait refusé de communiquer. Parce que si vous êtes considéré comme le bras armé de l'État, pour quelle raison faudrait-il que l'État communique lorsque vous communiquez déjà? Parce que je n'ai pas les données, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je n'ai pas les données et que l'État a les données, et parce que quand un préfet, même si on est considéré comme le bras armé de l'État, on n'est pas l'État, et quand le préfet écrit à un agriculteur, si tu ne fais pas ton certifito, tu n'auras plus de phyto l'année prochaine, ça porte un peu plus que si c'est la Chambre qui lui écrit. C'est tout bête, mais ça marche. Voilà. Non, mais je caricature un peu. Je dis de temps en temps, ils nous considèrent comme le bras armé, mais quand ça les arrange, ils savent très bien que nous, on n'a pas de force de contrôle. Et donc sur les cultures orphelines? Alors, pardon, j'ai oublié les cultures orphelines. Comment on peut accompagner? Je pense que c'est un sujet, là, pour le coup, sur lequel on met beaucoup d'argent public. Parce qu'en fait, on fait du conseil sur les cultures orphelines. On est déficitaire très largement parce que le temps d'acquisition, de référence pour avoir des éléments sur les cultures orphelines ou les cultures de petit niveau en termes de volume, c'est très compliqué pour nous. Le vrai sujet sur certaines cultures orphelines, c'est l'interdiction de molécules. Et là, je pense que le sujet, c'est un sujet qui est plutôt dans les mains de l'ANSES que dans les nôtres, sur comment on gère les autorisations, les dérogations pour les cultures orphelines, avec peut-être des sujets plus simples qui permettent de garder des molécules sur les cultures orphelines et sur lesquelles on peut les supprimer parfois en grande culture parce que ça nécessitait des volumes importants, mais sur lesquels on les garde sur des cultures orphelines. Pendant un certain temps, pendant qu'on cherche des solutions. Après, hein, il y a des endroits où Monsieur Fugy le sait bien, sur la cerise, etc. Quand on n'a pas de solution, la seule solution qui reste, elle s'appelle la tronçonneuse et elle fait un peu mal. Mais au final, on finit par apporter des produits. Un des autres éléments qu'il faut avoir en tête, c'est quand même aussi sur ces petites cultures, la protection par rapport aux importations. J'aurais peut-être dû le dire avant, mais le sujet de pourquoi on utilise des produits avec des limites maximales de résidus qui ne sont pas à zéro sur des produits qu'on a interdits chez nous. On nous dit c'est parce qu'il n'est pas dangereux pour la santé quand il est dans le produit si la limite de maximale de résidus elle n'est pas à zéro. D'accord, mais alors dans ce cas-là, pourquoi on nous l'a interdit? Peut-être qu'il fallait mettre des précautions sur l'utilisation pour éviter la toxicité pour l'applicateur. Mais si on nous dit qu'en dessous d'une certaine limite, ce n'est pas dangereux, pourquoi on nous les a interdits chez nous et pourquoi on les laisse sur les produits d'importation? Et ça, c'est primordial pour les petites filières. Sinon, on verra des importations sur ces petites filières avec des limites maximales de résidus autorisées par l'Europe qui ne sont pas à zéro sur des produits qui sont interdits chez nous depuis parfois plus de 15 ans. Ok, je vous remercie. Je suppose que parmi mes collègues, certains souhaitent prendre la parole. Grégoire de Fournas. Merci. Je voudrais juste peut-être vous inviter à peut-être approfondir ce que vous venez en fait de développer sur les impasses techniques. Vous avez parlé de l'objectif qui n'était pas forcément réaliste. Moi, je me souviens je crois que c'est monsieur, je ne voudrais pas écorcher son nom, je crois que c'est monsieur Boiffin qui a dit à votre place il y a quelques semaines que l'objectif de réduction de 50% a été un slogan au moment du Grenelle de l'environnement. Peut-être qu'on avait été effectivement un peu dans la communication, mais assez loin des réalités du terrain. Vous avez acté que donc il y avait des difficultés à arriver à ce résultat, et puis vous avez aussi parlé notamment sur les herbicides, de phénomènes de résistance du fait qu'on se privait de molécules.
quel est un peu votre regard sur le caractère atteignable d'un objectif qui serait peut-être pour le coup plus réaliste, mais sur le fait qu'on multiplie dans le même temps des impasses techniques et des difficultés à maintenir une agriculture compétitive? Je ne vais pas vous donner de chiffres. Quand je dis il faut qu'on étaye les chiffres, moi je veux bien qu'on nous donne des chiffres, on va prendre le temps et on va faire le travail filière par filière et on va regarder, mais je pense que c'est le travail qui est un peu en cours. En tout cas, moi je ne vous donnerai pas un chiffre au doigt mouillé quand je reproche le fait qu'on ait donné des chiffres au doigt mouillé. Donc je ne peux pas vous donner un chiffre. Après, sur la réalité du terrain, ce que j'ai dit sur les herbicides, ce n'est pas forcément lié qu'à la suppression des molécules, c'est aussi des phénomènes de résistance qui se sont développés au fil des années. C'est juste une réalité du terrain. Donc ce que je souhaite, c'est qu'on puisse la prendre en compte. Et je peux vous dire que je ne vois pas dans un certain nombre de cultures comment on pourra réduire de 50% l'utilisation des herbicides dans les difficultés que... Voilà. Quand on est quasiment dans l'impasse pour trouver d'autres solutions herbicides, qu'on n'a pas d'autres solutions nouvelles qui arrivent et qui soient avec des produits moins compliqués. On a aussi le changement climatique qui peut venir nous perturber. On peut avoir des difficultés de travail du sol dans certaines zones. J'en fais partie. On peut nous dire qu'il faut faire du phosmique, qu'il faut faire du binage. Alors cette année, faire du binage à l'automne, ça va aller tout seul parce qu'il fait sec, mais on a eu aussi des printemps ou des automnes. Et le printemps dernier était très compliqué. Et la mise en place des méthodes alternatives a été rendue compliquée. Donc il faut, regarder un peu attentivement avant de fixer les objectifs et revoir et quasiment regarder type de produit par type de produit, culture par culture. Il n'y a que comme ça qu'on fixera des objectifs atteignables. Et je pense encore une fois que c'est plutôt le travail qui est engagé dans le cadre de la planification environnementale. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus que ça. Dans ce cas, de poser peut-être la question d'une façon différente. Il y a eu donc, parce qu'en fait c'est l'objet de notre commission, hein. Pourquoi on n'a pas atteint les objectifs, c'est que donc il y a quand même un sujet sur les objectifs. C'est qu'est-ce qui s'est passé au moment de fixer les objectifs, est-ce que ça a été fait sérieusement, parce qu'on est donc dans une situation d'échec, ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, mais est-ce qu'on a tous été d'accord finalement, la société, l'agriculture, sur un travail, suite à un travail sérieux sur la définition des objectifs réalistes? Je ne suis pas complètement convaincu. Et je pense que d'ailleurs, si on avait dit 50% si atteignable et que le monde agricole avait insisté sur le si atteignable, c'est bien qu'il y avait un certain nombre de doutes sur la capacité à atteindre l'objectif. Mais est-ce que il faut... Enfin, voilà, encore une fois, il n'y a pas rien qui a été fait non plus. Je le dis quand même. On a supprimé petit à petit tous les produits les plus toxiques, et avec des niveaux de réussite sur la suppression de ces produits toxiques relativement significatifs. Oui, mais la suppression de ces produits, c'est traduit par des reports sur des produits qui sont souvent moins efficaces, plus pondéreux en volume, et que du coup, enfin voilà, et donc tout ça a participé. Et puis, je veux... on a aussi, encore une fois, un certain nombre d'enjeux ou de sujets nouveaux. Hein. On nous dit demain, il faut produire plus de biomasse par rapport aux enjeux de décarbonation, etc. Il faudra aussi qu'on pèse l'équilibre entre ces différents objectifs. Je vais vous donner un exemple qui est très flagrant, sur lequel on est en discussion en ce moment. Le colza. Une des alternatives à l'utilisation d'insecticides sur le colza, c'est le fait d'amener des petites doses d'engrais sur le colza à l'automne. Je dis des petites doses volontairement parce qu'on amène des doses suffisamment petites pour s'assurer qu'il n'y ait pas de lessivage. On nous dit on n'a pas assez d'études pour prouver qu'il n'y ait pas de lessivage. Donc on nous dit cette solution-là, on ne vous autorise pas à l'apporter. Ben, si on ne m'autorise pas à apporter cette solution-là, qui est une solution agronomique qui permet de développer le colza et de faire qu'il soit résistant aux insectes, il faut arrêter de nous demander de mettre en place des solutions. Et le nombre de cas où on est confronté à des difficultés parce qu'on traite en France tous les sujets en silo sur ces sujets-là, sincèrement, dans les innovations qu'on va porter pour essayer de réduire l'utilisation des intrants, on en a quand même un certain nombre qui font l'objet d'impossibilités de mise en œuvre.
Je vais passer la parole à Jean-Luc Fugit. Pour l'instant. Merci, Madame la Présidente, qui mène un combat aussi pour les cerises en Ardèche, comme moi je peux le mener dans le Rhône ou notre collègue dans le Vaucluse, Jean-François Loïlozo. Pardon. Bon, merci pour... Moi j'apprécie la sincérité des propos et je pense que nous on a besoin d'entendre ce que vous pensez réellement, le monde agricole de ce sujet, qui n'est pas évident. Moi on a parlé beaucoup de ce qui s'est passé, de ce qui se passe aussi, donc du passé, du présent. Je voudrais aussi qu'on parle du futur. Et notamment, il y a le comité d'orientation et de suivi donc de la réduction des pesticides qui a été créé il y a 4-5 ans, donc à la sortie notamment au début de 2018 de l'affaire glyphosate à l'époque. Ce comité, donc, il va se réunir en cette fin de semaine, comme vous le savez. Il se réunit vendredi, je crois, de mémoire. Et il va donc statuer sur les nouvelles orientations, donc justement de la stratégie éco-phyto. Et de ce que l'on sait à ce stade, c'est que visiblement, il va aller sur l'anticipation de l'interdiction, les plus dangereux, etc. Et on sait que quand ça a été évoqué, ces sujets, le monde notamment des céréaliers s'était montré très critique, hein, très tendu, on parle des choses comme elles sont. Alors moi, je voudrais savoir un peu ce que vous en pensez. Comment vous êtes associé ou pas à ce conseil, ou à la préparation du moins de ce conseil d'orientation et de suivi. Vous me direz, si ma question n'est pas claire, vous me le direz. Donc ce serait intéressant de voir comment ça fonctionne, pour qu'on comprenne bien. Nous, on a besoin de bien comprendre comment ça fonctionne. Parce que dans ce que vous dites dans la relation avec le ministère ou les services de l'État, on a l'impression que ce n'est pas toujours fluide. Je redis ce que je ressens, en tout cas, de vos propos, hein, Monsieur le Président. Et donc, c'est intéressant pour nous que l'on sache un peu comment vous êtes associé à ce comité d'orientation et de suivi, qui va donc faire des annonces et comment voyez-vous le fonctionnement, y compris est-ce que ce comité fonctionne d'après vous. Nous, on est aussi là pour contrôler la politique du gouvernement, donc on a besoin de savoir comment fonctionne ce comité à vos yeux. Et ensuite, j'aurais trois points rapides, mais si vous l'avez plus ou moins évoqué, aussi comment vous voyez la question de la recherche et de l'innovation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il faut investir beaucoup plus? Si oui, à quelle hauteur? Est-ce que vous avez éventuellement des ordres de grandeur d'investissement à prévoir selon vous? Que se passe-t-il pour vous, à votre avis, et selon vous, dans les lycées agricoles aussi? Ça m'intéresse de le savoir et de voir ce que vous en pensez. Et puis, il y a une technique culturelle sur laquelle il m'intéresserait de voir un peu si les champs d'agriculture ont tendance à vouloir le pousser. C'est la question autour de quand on réfléchit à fixer du carbone, à l'entretien de nos paysages, à la biodiversité, etc., etc., c'est aussi le travail que moi j'ai pu faire dans la mission glyphosate à l'époque. Je me suis aperçu, j'ai découvert en détail, même si en tant qu'à la fois scientifique et fils de paysan, je connais un tout petit peu quand même l'agriculture, mais j'ai découvert plus en détail, plus approfondi, je dirais, l'agriculture de conservation des sols. Et j'aimerais aussi savoir si au niveau des chambres d'agriculture, il y a des volontés de se dire, à un moment donné, il faut aussi faire évoluer des techniques culturelles comme ça. Et est-ce que l'agriculture de conservation des sols, elle a à vos yeux un avenir peut-être plus important qu'elle a aujourd'hui? Moi, il me semble que par rapport à différents équilibres, y compris c'est la question des phytos, elle peut être intéressante. Voilà. Merci. Désolé si j'étais un petit peu long dans mes questions, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. J'aurai 3 autres questions juste derrière. Deux choses, COS Éco-Phyto, mais aussi planification environnementale, puisqu'en fait, aujourd'hui, il y a des groupes qui sont issus de la planification environnementale sur l'anticipation des sorties des molécules. Donc ces groupes-là, nous, on n'y est pas, à date. On y sera, mais la DGL nous a expliqué qu'à date, ils identifient les molécules qui vont sortir. Quand il s'agira de rechercher les solutions, les chambres seront associées. Mais à date, on n'est pas dans ces groupes-là. Je le dis, j'ai plutôt réclamé, et c'est là qu'on m'a dit, OK, on a peut-être raté le truc parce qu'on est rentré dans une entrée très filière. Et je le dis d'ailleurs, en plus, un certain nombre de solutions ne seront pas que les solutions de filière, mais nécessiteront de regarder le système. Donc je ne passe mon temps à le répéter, si vous pouvez appuyer, ça aidera. Mais en tout cas, quand même, j'ai été rassuré par la DGL qui me dit, OK, on finit le premier tour, qui est le tour autour de l'identification des molécules qui pourraient être sujets à la sortie, pour des raisons de toxicité, etc.
Et quand ce travail-là de molécules qui sont susceptibles ou candidates à la sortie sera fait, on vous mettra dans le groupe. Ce qu'on a réclamé, ça me semble important. Le COS Ecophyto et la prochaine politique Ecophyto, comment est-ce qu'on y est associé? Je pense que vous en savez probablement plus que moi sur ce qui pourrait sortir. Il y avait un COS Ecophyto qui était convoqué vendredi. J'ai appris qu'il avait été décalé. Voilà. Mais en tout cas, je ne sais rien de ce qui sera annoncé ou très très peu de choses. Ah non, pas vraiment. En tout cas, moi je redis, on a besoin peut-être d'investissements pour accompagner les agriculteurs, mais le vrai sujet, c'est l'accompagnement humain. Est-ce qu'il y aura des moyens sur l'accompagnement humain? Dans les bouts de discussion, j'ai cru comprendre que oui. Est-ce qu'ils seront à la hauteur? J'ai cru comprendre que non. Mais je n'ai pas de chiffres, j'ai rien. Et encore une fois, cet accompagnement pour des changements de pratiques, il ne faut peut-être pas qu'il soit financé que par le COS Ecophyto, parce qu'il va devoir traiter à la fois des phytos, à la fois du carbone, etc. Mais en tout cas, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est dans des politiques en silo, on a accompagné du financement sur de l'investissement sur tout un tas de choses. Je ne dis pas que c'était inutile, et dans le financement, il y a un certain nombre de matériels qui ont été achetés qui sont utiles. Mais à un moment, il y a un sujet d'accompagnement. Je pense qu'on a un des plus beaux parcs de bineuses du monde. Mais je suis utilisateur d'une bineuse en betterave. Soit j'utilise ma bineuse quand je suis en échec de désherbage. Donc, je n'ai pas changé grand-chose à mes pratiques et ça me permet de corriger mes échecs de désherbage. C'est ce que je faisais avant. Soit j'utilise ma bineuse en disant je vais biner 4 fois, 5 fois. Et là, j'ai une vraie stratégie de réduction. Voilà. Mais ça nécessite un accompagnement humain très important. Il y a une prise de risque et il faut qu'il y ait un... Pardon ? Oui, globalement, voilà. Mais oui, il y a des émissions de CO2 et quand on réclame d'avoir des références, je peux vous dire que ce qui nous manque en culture, c'est ces références-là, où on mesure tout, où on mesure l'impact phyto, l'impact carbone, l'impact économique pour l'exploitant. Parce que la première année où j'ai utilisé ma bineuse, où j'ai perdu 20% de rendement, j'ai perdu 200% de mon revenu sur les betteraves. Donc, si j'avais pas été un peu persévérant, j'arrêtais. Hein. Donc voilà. Et en tout cas, moi, je milite pour que l'accompagnement cesse d'être le parent pauvre de toutes nos politiques publiques et que le financement de l'accompagnement soit un sujet majeur et pas de l'accompagnement one-shot, mais de l'accompagnement sur 2 ans à une révision un peu système. Sur la partie technique culturelle et agriculture de conservation, d'abord, les chambres, elles sont très moteurs sur le sujet carbone. On a fait dans chaque région une association pour essayer d'aller vendre à des entreprises locales des crédits carbone qui viennent d'agriculteurs locaux pour essayer de faire, d'aller en chercher un peu plus de valeur que si on vend des crédits carbone sur un marché pour les vendre à Air France quand il peut les acheter 15 € en les achetant à l'étranger. Donc on a essayé de différencier nos crédits carbone. On a fait la moitié des bilans carbone qui ont été réalisés sur les exploitations françaises pour générer des crédits carbone. Mais après, je veux dire une chose, oui, je crois en l'agriculture de conservation, sur la vertu carbone, sur l'adaptation face au changement climatique, parce qu'on aura aussi plus de matière organique, des exploitations plus résilientes parfois, en capacité de stocker de l'eau, probablement moins d'émissions de carbone aussi en maintenant les niveaux de matière organique. Cela étant, je pense que sur les phytos, nos résultats sur les gens qui sont en agriculture de conservation ne sont pas forcément sur de la décroissance des phytos. Mais encore une fois, il faut regarder les choses globalement. Et c'est bien l'ensemble qu'il faut regarder. Et moi, je pense qu'il faut regarder, et c'est un des éléments qu'on essaye de pousser dans ce conseil un peu global, qui ne soit pas orienté que phyto, c'est la trajectoire de progrès de l'exploitation. Et tout le monde ne fera pas des progrès sur tous les sujets. Et s'il commence par le carbone et qu'après, il fait un peu de phyto, il rentre dans une dynamique de progrès. Pour ça, il faut aussi rentrer dans une situation où on fait confiance à l'agriculteur et un peu moins normative, où on ne dit pas on va te financer si tu fais ça, ça et ça. Mais on va te financer si tu prends des risques, que tu changes des choses sur ton exploitation et que ça améliore globalement ton empreinte environnementale. Je crois plus à la capacité, on a essayé, hein, on avait porté des diagnostics, comment il s'appelait le diagnostic agroécologie, etc. On a essayé de le vendre aux agriculteurs. Le problème, c'est quand on est très normatif et qu'on leur vend un truc, on n'arrive pas à les emmener. Il faut les emmener sur un conseil où on est dans du... ça va peut-être vous paraître, voilà, mais où on est presque dans du coaching, ou en tout cas dans du mentorat, où on accompagne l'agriculteur sur
qu'est-ce que je fais pour changer des choses sur mon exploitation. Et je vais peut-être pas commencer par le truc optimal, je vais peut-être, voilà, mais on va suivre la trajectoire de progrès. Il faut qu'on mesure le progrès, ça j'ai pas de débat là-dessus, qu'on ait des indicateurs sur l'exploitation pour mesurer le progrès, qu'on accepte d'avoir des indicateurs qui soient simples et qu'on suive la trajectoire de progrès. Et c'est comme ça qu'on emmènera les agriculteurs, en commençant par les trucs auxquels ils avaient peut-être déjà commencé à réfléchir, plutôt qu'en leur imposant tel ou tel axe de progrès. Mais c'est une vraie culture différente aussi pour nos conseillers. Et je le dis, on est inscrit dans l'AMI sur le développement des compétences parce qu'on parce qu'on pense qu'on a un vrai sujet de formation et de développement de nos compétences des conseillers. Et si on veut monter le niveau des chambres pour accompagner ce sujet-là, le premier travail qu'on a à faire, c'est l'accompagnement de nos conseillers. Merci, Président. Je passe la parole au député Éric Partineau. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Tout à l'heure, dans votre présentation, justement, vous avez mis de côté, on va dire, la filière bio, où on n'avait pas justement atteint les objectifs. Si vous pouviez préciser, donner les raisons justement de cette non-atteinte. De même, sur l'accompagnement, que ce soit dans les chambres d'agriculture, est-ce que, alors vous l'avez bien mis en avant, qu'il y avait sûrement un manque d'accompagnement humain. Est-ce que, justement, la baisse du nombre de techniciens agricoles pour accompagner, je pense à certaines filières, comme vous avez dit, par exemple dans le maraîchage, dans la fruiticulture, enfin tout ce qui est l'arboriculture fruitière, pardon. Même chose sur, et vous en avez parlé, là, quand on parle de biomasse et décarbonation, est-ce que justement on ne devrait pas mettre un accent supplémentaire sur aussi tout ce qui est les intercultures? Je pense, moi je suis dans la Sarthe, la filière chanvre par exemple, où on arrive à concilier entre humus, enfin plein de choses. Et puis, est-ce qu'on ne devrait pas non plus, dans les chambres d'agriculture, encore aussi améliorer nos prévisions météo, la modélisation, enfin des choses qui pourraient être un vrai service aux agriculteurs, qui pourraient... Alors, est-ce que c'est de votre ressort ou d'autres? J'en sais rien, je vous pose la question. Mais justement, s'il y avait des meilleures prévisions météo, je suis convaincu que les agriculteurs interviendraient moins dans leur culture. Je tiens à préciser que je suis moi-même agriculteur. Voilà, je vous remercie. Plein de questions. Sur l'échec du bio, je n'étais pas en train de m'amuser sur mon téléphone, je voulais retrouver un certain nombre de chiffres. Non, sur les difficultés, juste, je voulais vous montrer une courbe, je pense que je vais y arriver. Sachant que ça, c'était la courbe en début d'année du budget alimentaire des Français. Et vous voyez le budget qui corrigé de l'inflation, hein. Voilà, et le budget qui s'effondre. Et depuis, il a encore baissé parce qu'il était à -8, il est à -14 aujourd'hui. Voilà. C'est probablement la première explication, parce que les Français n'ont pas mangé 14% de moins, donc ils sont descendus en gamme sur les produits. L'exemple des œufs dans la distribution, voilà. Merci, Étienne. Voilà. Merci, Étienne. Donc c'est une des explications, c'est même la première explication. Il y a encore des secteurs dans le bio où il faut continuer les conversions parce qu'on est encore en importation, hein, je ne dis pas le sujet, mais il y a un certain nombre de secteurs, en partie les produits laitiers, où je suis, et je n'ai pas peur de dire, il faut arrêter les conversions, le temps de stabiliser le marché pour arriver à faire remonter les prix des produits bio, et après on pourra relancer les conversions. Si on a 40% du lait bio qui est déclassé aujourd'hui, qui n'est pas valorisé en bio. Si on continue à faire des conversions, on va faire des déconversions en masse plus importante que les conversions. Donc il faut réguler le marché. Je suis désolé, on le veut ou on ne le veut pas, on est dans une économie de marché. Quand le consommateur n'achète pas, voilà. Sur la partie interculture que vous citez, par exemple, ça fait très, très clairement partie de la boîte à outils de solutions qu'on porte. D'ailleurs, aussi bien en élevage qu'en culture. Juste le dire, l'important, c'est d'adapter la boîte à outils à l'exploitation. Je vais vous donner quelques exemples autour de ça. Faire une interculture en Occitanie, c'est suicidaire parce qu'on n'a déjà pas assez d'eau. Si vous faites une interculture, elle pompe l'eau de la culture suivante et vous réussissez même pas la culture suivante. Par contre, faire une interculture en Hauts-de-France que vous allez utiliser ou pour mettre dans un méthaniseur ou pour donner à des vaches et faire de la production, et du coup qui va participer aussi à un cycle de rupture des maladies, c'est probablement une bonne idée et on pousse ces éléments-là.
Et quand je dis qu'on a besoin de références avec des fermes types qu'on suit, c'est y compris pour tester ça. Parce que je sais prouver comment les intercultures, elles fonctionnent aujourd'hui en élevage, parce que j'ai ces fermes de référence, je ne les ai plus en grande culture. Avec quand même un bémol au sujet. Je suis bien placé pour le savoir, j'ai un vrai sujet de régras qui s'est développé sur l'exploitation. Si je sème une interculture, je ne peux plus faire de faux semis, c'est-à-dire de travail très superficiel qui fait germer le régras une fois, 2 fois, 3 fois, pour qu'au moment où je vais semer ma culture, il n'y ait plus de régras, tout est germé. D'ailleurs, les bio avaient eu l'autorisation de ne pas faire les intercultures pour pouvoir faire ce désherbage mécanique. Donc attention aussi, encore une fois, ce n'est pas une recette miracle à appliquer sur l'exploitation, c'est un ensemble de points et de stratégies qu'on va développer sur l'exploitation avec de la complexité. Et l'année où je vais faire une interculture, peut-être que je vais faire un labour. Mais comme il ne faut pas que je fasse de labour tous les ans, parce que sinon je remets mes graines de régras sur... Voilà, ben, l'année où je fais... Déjà, je fais des intercultures avant des cultures de printemps. J'ai des cultures de printemps une année sur 2. Donc en gros, j'ai 2 cultures de printemps tous les 4 ans. Ben, une fois, il faut que je fasse mon interculture, semer très tôt, développement de biomasse, je laboure. La deuxième fois, voilà, mais cette stratégie, je ne fais pas d'interculture où je la sème beaucoup plus tard pour avoir fait les faux semis. Tout ça, c'est un accompagnement humain, quasiment au cas par cas, différent selon la ferme, selon la région, voilà, avec y compris lever un certain nombre de freins, par exemple. Hein, vous ne l'avez pas cité. Alors, si, dernier point, vous avez parlé de la météo. Nous, on ne sera pas un acteur de la météo parce que ça nécessite des modèles extrêmement compliqués, etc. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'on a développé des outils d'aide à la décision pour les agriculteurs. Et notamment, un agriculteur qui s'abonne à l'outil qui s'appelle Mes Parcelles, et j'aurais dû le dire par exemple tout à l'heure, qui est l'outil de suivi de ses cultures. Sur le budget de Chambre d'agriculture France, on lui offre, donc sur le budget lié à l'impôt, on lui offre les outils d'aide à la décision qui vont lui permettre de suivre le risque de développement des maladies, que ce soit en pommes de terre demain, pour éviter de traiter en préventif du mildiou, ce que font une partie importante des agriculteurs. Et avec cette OAD, on sait lui dire, tu n'as pas besoin de traiter. Par contre, le jour où on lui dit qu'il faut traiter, là, il faut qu'il y aille, sinon il perdra une bonne partie de sa récolte. Et on a fait le même outil en céréales, et on le met à disposition gratuitement des agriculteurs dans Mes Parcelles, sans leur faire payer un abonnement supplémentaire, parce qu'on pense que ça participe à la réduction des phytos. Même chose sur les intrants hein, avec les photos satellitaires. Merci, Président. Je vais passer la parole à la députée Lepé. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, parce que agricultrice moi-même, donc je suis complètement concernée. Les premiers entrepreneurs de France, on le disait ce matin en commission économique à l'Assemblée nationale, ce sont bien nos agriculteurs. Alors, au niveau du respect de la biodiversité, on a passé donc un arrêté, vous le connaissez, l'arrêté de l'abeille. Et du coup, les traitements ont lieu soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Alors, au niveau hygrométrie et pour optimiser, on est tout à fait d'accord. On se cogne à un nouveau problème, un nouvel aspect, c'est les problèmes de voisinage, avec le bruit en horaire de nuit. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des retours de terrain? Et au niveau de la Chambre d'agriculture, puisque les périodes de traitement, c'est tout au long de l'année, les moissons l'été, les récoltes de légumes l'été à l'automne, le maïs à l'automne, etc. Donc tout au long de l'année, nous nous cognons à ces problèmes de voisinage. Est-ce qu'il y a un accompagnement de prévu? Parce que là, c'est une lutte aussi pour une optimisation, on va dire, de l'utilisation des produits phyto. Mais à la fois, on arrive dans les horaires de nuit, avec la suspicion, avec le doute de voir les tracteurs travailler de nuit. Merci. En particulier, quand on sort la nuit avec le pulvérisateur, souvent on nous dit c'est parce que vous vouliez cacher les choses. Et j'ai souvenir d'avoir été interpellé un matin à 6 heures en sortant de la parcelle par la voisine qui me dit « Ah, qu'est-ce que vous faisiez ?» Et la phrase d'après, c'est « Je suis sûr que vous faisiez du glyphosate. » Je lui ai dit « Écoutez, non, la culture, c'est du blé. Si je faisais du glyphosate, il ne serait pas resté grand-chose. » Voilà, c'était une plaisanterie, mais oui, quand même, la réalité... nous, on pousse les agriculteurs quand même à plutôt aller traiter à des horaires où il y a de l'hygrométrie, etc. Dans notre conseil technique, on le fait très régulièrement. Et il ne faut pas revenir en arrière par rapport à ça. C'est un des éléments importants de la baisse des doses utilisées, d'aller rechercher l'efficacité, d'éviter l'évaporation.
d'éviter les... Voilà. Alors oui, ça génère des problèmes de voisinage. Oui, on se place en médiateur quand on a des problèmes de voisinage. Je pense qu'on a été le premier acteur, pour ne pas dire le seul, de l'écriture des chartes ZNT, où on a essayé de trouver des éléments de compromis sur le sujet, les chartes riverains. On a mis en place des éléments de prévenance collective. Voilà. On a quand même fait aussi le travail du côté des agriculteurs pour leur rappeler ce qu'ils avaient le droit de faire, pas le droit de faire, y compris sur les distances. Donc on a y compris affronté les agriculteurs qui nous disaient non, moi je veux pas, et on leur disait si, il faut que tu fasses. Donc on a quand même pris nos responsabilités sur le sujet. Voilà. Après, les conflits de voisinage et les conflits d'usage, c'est un petit phénomène de société quand même aussi aujourd'hui autour des enjeux de dialogue. En tout cas, on a aussi besoin que les parlementaires ou tous les décideurs, ils nous aident sur ces sujets-là à pas attiser la méfiance et à arriver à trouver des solutions de compromis. Et en tout cas, je pense qu'il est important que le monde agricole s'empare de ces enjeux de communication, y compris en osant parler phyto. Et dans la PLOA que porte le ministre de l'Agriculture, il y a notamment un volet où il demanderait aux chambres, entre autres, mais de faire en sorte que tous les enfants en primaire puissent, dans leur cursus en primaire, avoir une visite sur une exploitation agricole. C'est une très bonne idée parce que c'est un moment où on peut leur parler, leur montrer les choses, faire le lien entre agriculture et alimentation, ce qu'ont perdu quand même un certain nombre de nos concitoyens. Et souvent, quand on voit les enfants, on revoit les parents après assez rapidement qui se tournent vers nous ou qui nous disent « Ah, mais vous avez dit ça aux enfants voilà. » Donc, en tout cas, ces enjeux de communication, ils sont majeurs. Merci, Président. Donc, il me reste encore un député qui souhaite intervenir. Ah, ben, c'est Madame Mélanie Thomas. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci pour ces échanges. Je voulais revenir avec vous sur la question du Conseil stratégique. Hier après-midi, nous avions, dans le cadre de nos auditions, un échange avec les représentants du négoce et du Conseil indépendant. Et nous avions eu l'occasion d'échanger notamment sur les propositions formulées dans le cadre du rapport qui sépare la vente du Conseil. Et l'une des propositions sur laquelle nous échangions était celle de confier la mission de conseil stratégique aux chambres d'agriculture, avec le cas échéant des partenariats formalisés avec d'autres structures de conseil. Je voulais avoir quelques précisions à ce sujet, au sujet de cette proposition forte. Quel est votre sentiment? Est-ce une proposition, une mesure qui vous semble crédible? Et surtout, tout à l'heure, vous avez évoqué des éléments qui me semblent importants concernant les ressources humaines pour exercer cette mission. Vous avez évoqué le besoin de conseillers qui ont de la bouteille. Vous avez aussi évoqué le turnover galopant au sein des chambres et parfois la difficulté d'accompagner les filières dans toute leur diversité. Donc, est-ce que les chambres ont les ressources humaines nécessaires pour accompagner une telle mission? De telles dispositions permettraient-elles, selon vous, de favoriser concrètement la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires et une meilleure application des plans éco-phyto? Et deuxième question, elle concerne l'acceptation des plans par nos agriculteurs. Vous avez évoqué à l'instant les conflits avec le voisinage, la difficulté de faire connaître le monde agricole par nos concitoyens. Et vous avez aussi tout à l'heure évoqué les agriculteurs réfractaires aux plans éco-phyto et aux exigences de ces plans éco-phyto. Et je voulais savoir, ou en tout cas avoir quelques précisions sur cette défiance du monde agricole par rapport à l'exigence de ces plans. Est-ce qu'ils sont plutôt réfractaires vis-à-vis des conseils que peuvent leur donner les chambres? Est-ce qu'ils sont plutôt réfractaires vis-à-vis de l'État qui construit aujourd'hui ces exigences? Ou est-ce aussi en partie face au risque de concurrence déloyale au sein du marché commun? Je vous remercie. Je vais essayer de reprendre les choses, je ne suis pas sûr de les prendre dans l'ordre. Déjà, est-ce que le Conseil stratégique peut participer à la réduction des phytos? Oui, j'y crois. Si j'y croyais pas, je ne serais pas là.
et je n'aurais pas porté l'ambition qu'on porte pour les chambres dans notre engagement autour du Conseil stratégique phyto. Maintenant, pour qu'il soit efficace, il faut maintenir un Conseil stratégique phyto de qualité. Il ne sera pas suffisant. Il permettra la première approche de réduction. Je le redis, on aura besoin de l'étape d'après, qui est l'approche plus système et qui n'est pas dans le Conseil stratégique aujourd'hui. Donc oui, on a besoin de cette étape-là. J'y crois. Est-ce que, pour revenir à votre question, est-ce qu'il faut que ce soit un monopole pour les chambres et qu'elles le sous-traitent avec quelques acteurs? Non, je pense que sous-traiter, ce n'est pas la bonne solution. Par contre, qu'on soit le garant de la qualité, qu'on anime les acteurs qui vont faire ce Conseil stratégique phyto, qu'on ait le soutien de la DRAF pour le faire, etc., ça me paraît intéressant. Je dis juste, si on a le monopole, on va être encore un peu plus perçu comme accompagnement une mesure d'État et pas comme accompagnant un truc efficace et utile pour les agriculteurs. Et il ne faut pas que ce conseil-là il soit perçu comme les agriculteurs, comme un truc obligatoire par lequel ils doivent passer. Il faut qu'il soit perçu comme un truc utile. Mais en tout cas, on est prêt à assumer une forme de rôle d'animation des acteurs. Est-ce qu'il faut que ce soit un monopole? Voilà, on a déjà discuté avec Dominique à plusieurs reprises. Moi, je ne suis pas convaincu. Par contre, je suis prêt à ce qu'on assume notre rôle de leader sur le sujet et qu'on assume de travailler avec l'État sur un référentiel et sur le fait de pouvoir homologuer à un moment, dans une instance avec l'État, les gens qui font le niveau de qualité et contrôler ou faire en sorte que, quand on ne tient pas le niveau de qualité, il y ait des sanctions, y compris d'ailleurs pour nos propres chambres. Je le dis parce que ça peut de temps en temps être aussi un sujet. Sur les agriculteurs, comment ils perçoivent ce conseil stratégique, comment ils perçoivent les chambres si elles font ce conseil stratégique, pourquoi ils sont méfiants. Moi, je pense que les agriculteurs sont méfiants des problèmes de compétitivité quand ils ont parfois des problèmes de revenus, même si la situation s'est un peu améliorée ces 2 dernières années. Mais en tout cas, les agriculteurs sont méfiants par la norme, de la norme. Le nombre de normes ou de trucs qui nous posent, qui nous tombent dessus est colossal. J'ai des parcelles où j'ai plus de 15 législations qui s'imposent à la parcelle. Ça rend les choses un peu compliquées. Et maintenant, du coup, à chaque fois qu'on amène un nouveau truc à l'agriculteur, il y a une forme de mouvement de recul. À nous de convaincre par l'efficacité de ce qu'on va faire, et je me mets dedans en chambre, que ce conseil, il leur a été utile. Aujourd'hui, dans les premiers retours qu'on a sur les enquêtes qualité qu'on fait auprès des agriculteurs, les retours sont très bons. Ils sont satisfaits, voire très satisfaits de ces enquêtes qualité. On est certifié, donc on fait des enquêtes à chaque fois auprès des agriculteurs. J'allais dire peut-être que ceux qui sont le moins contents, c'est les 15% les plus innovants. Parce qu'eux, ils sont déjà dans un groupe défi, machin, et effectivement, eux, c'est l'étape suivante qu'il leur faut et pas ce conseil stratégique. Peut-être que, d'ailleurs, une des propositions pourrait être que quelqu'un qui est déjà accompagné dans un groupe défi ou autre, il puisse avoir une forme d'équivalence. Parce que celui-là, il peut contribuer à donner une image négative, ce qui est un peu couillon. Après, on a 15% qui sont réfractaires à tout. Ceux-là, on les emmènera de force par l'obligation. On en a quand même 70% qui sont plus des observateurs. J'ai dit des réfractaires, le mot, c'est pas tout à fait réfractaire. C'est des suiveurs, c'est des observateurs. C'est parfois des gens qui sont un peu... qui ont peur du risque ou de la prise de risque. Et c'est comment on accompagne cela. Pour les convaincre, on a besoin, je vais le redire une 10e fois, de références technico-économiques faites sur des fermes où on a réussi à remonter des chiffres de ferme et pas simplement sur la perte de rendement, mais y compris sur l'impact sur le BE. Voilà, ce qui n'est pas fait dans les groupes défis aujourd'hui et ce qu'on réclame demain avec une enveloppe CASDAR. Dans l'augmentation du CASDAR, il faut qu'on ait ces références technico-économiques faites sur des fermes réelles. Je ne convaincrai pas un agriculteur à partir d'une ferme expérimentale. Je le convaincrai parce qu'il y a des fermes à côté de chez lui qui font ça et sur lesquels on a les résultats technico-économiques, on a des mesures et on va lui donner des chiffres. Et même notre conseiller, il sera plus à l'aise pour emmener l'agriculteur s'il a ces chiffres-là. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc voilà, et je veux le redire, ceux-là, il faudra aller les chercher dans un tête-à-tête, un peu autour de qu'est-ce que tu as envie de changer, et on va y aller pas à pas. Mais pas sur un accompagnement one-shot, mais sur un accompagnement un peu dans la durée.
Le rapporteur a encore quelques questions, sachant qu'il nous reste 5 minutes. D'accord. Oui, 5 minutes. Vous êtes dur. Enfin, il nous reste une poignée de minutes. Ça sera plus. Oui, j'entends que vous appelez clairement à des moyens CASDAR, à des moyens, peut-être, on annonce 250 millions sur l'agroécologie. Ce sera des mesures d'investissement ou des mesures d'accompagnement. C'est un vrai sujet. On ne manquerait pas de moyens dans le budget. La question, c'est où est-ce qu'on les oriente. Votre affirmation, je veux la redire ici, puisque c'est enregistré, c'est clairement que c'est l'accompagnement systémique qui apporte les solutions les plus performantes. D'ailleurs, c'est ce que disent les fermes défis. C'est pas par filière et par culture, c'est bien dans l'association des cultures, dans les rotations, dans les systèmes, qu'on a le plus grand gain. Il faut les deux. Alors, sur les deux, et je reviens sur l'interpellation de notre collègue tout à l'heure sur les objectifs. Si on regarde les résultats du réseau des conseillers indépendants, qui s'adresse peut-être plus à une élite agricole ou des fermes de grande surface, je ne sais pas. Quand on regarde les travaux des fermes défis, tout ça nous fait dire qu'on peut concilier EBE et des baisses de 40, 50, parfois 60% de phyto. Enfin, en tout cas, entre un tiers et moitié, en maintenant le BE, c'est globalement ce que donnent les réseaux défis. C'est ce que nous disait hier le PCIA. Et sans changer, sans produire une autre culture et tout, simplement changeant le système. Je voulais redire ça à cet instant. Et vous dites que pour faire ça, il faut de la référence, il faut de l'accompagnement, il faut de la dynamique interpersonnelle, du face-à-face technicien-agriculteur et d'agriculteur à agriculteur. Il faut créer une ambiance, une culture de la gagne là-dessus. Ma question va être très claire. Est-ce que la profession, vous avez le sentiment, vous êtes le représentant de la profession, pas seulement des chambres consulaires avec délégation de l'État, vous êtes aussi représentant d'une profession dans sa diversité. Est-ce que la profession, à votre avis, Monsieur le Président, joue assez le jeu? Moi, j'ai le sentiment que depuis la guerre en Ukraine, il y a un petit virage. On dit, bon, l'environnement, les contraintes environnementales, ça suffit, il faut redevenir souverain, produire à tout prix. Et un petit peu, il y a un côté à tout prix. Est-ce que vous admettez que cette espèce de contre-culture par rapport aux objectifs tant du Green Deal à l'échelle européenne que de l'agroécologie à l'échelle nationale sont assez contre-productives pour la mobilisation des acteurs de terrain? Et puisqu'on n'a plus de temps, je vais vous demander globalement quel acte de confiance vous donnez au nouveau plan Ecophyto qui est annoncé par la Première ministre il y a maintenant 9 mois et qui va être révélé définitivement dans quelques mois. Et puis votre opinion sur le programme SUR tel que vous pouvez le percevoir aujourd'hui, puisqu'il est encore en débat. Merci. Oui, et je le dis, c'est vrai pour les phytos, c'est vrai pour la réduction carbone. Oui, on peut atteindre des objectifs relativement significatifs, peut-être pas dans toutes les filières quand même, mais en tout cas, ça nécessite un accompagnement colossal. Regardez l'accompagnement qu'on met par agriculteur sur une ferme défi. Et on les a accompagnés dans le temps et dans la durée. Ce n'est pas un accompagnement une fois qui règle le problème. Il y a un accompagnement dans la durée qui est majeur. Mais oui, je suis le premier à le dire, on a commencé à regarder comment on déclinait la planification environnementale et comment on pouvait faire dans la partie laitière. Nous, on a essayé d'ouvrir toutes les pistes qui, à la fois, amenaient pas de baisse de volume, parce qu'on a quand même aussi un sujet de maintenir les volumes de production quand on sait qu'on sera probablement déficitaire en production laitière en 2027. On a regardé toutes les solutions qui permettaient de le faire sans détériorer le revenu de l'agriculteur, parce qu'en élevage, si on commence à détériorer le revenu des éleveurs, on n'aura plus du tout de candidats à la reprise. Mais on arrive à atteindre des objectifs assez ambitieux, mais avec, encore une fois, un accompagnement individuel très fort et du temps. Juste pour dire que dans les éléments, qu'est-ce que je pense du Green Deal, etc. Moi, je redis, si on veut embarquer les agriculteurs, il faut quand même leur mettre des objectifs atteignables. Et quand on met des objectifs affichés trop ambitieux, on les perd. Il faut sortir aussi un peu des politiques en silo. Avoir une politique protection de l'eau, une politique protection de l'air. Dans la politique protection de l'eau, on me dit qu'il faut mettre les engrais le plus tard possible pour éviter le lessivage au printemps. Mais dans la politique protection de l'air, on me dit qu'il faut les mettre en période un peu humide pour éviter l'évaporation. Et l'accumulation comme ça de réglementation, elle perd les agriculteurs.
Il y a eu peut-être un mouvement un peu OK, je ne sais pas, je ne suis pas sociologue et je n'ai pas les données pour analyser. Moi, je pense qu'autour de la planification environnementale, on a un vrai sujet pour emmener les agriculteurs. J'y crois, et dans une trajectoire où on n'oppose pas production et environnement, ce qui est quand même aussi un des maîtres mots pour moi de la planification environnementale, en disant comment on fait pour produire plus de biomasse pour différents usages, avec des équilibres, parce que je n'ai pas de sujet, je ne veux pas qu'on fasse le modèle de la méthanisation à l'allemande. Pour autant, on a plein de solutions de méthanisation, on a développé de la méthanisation à grande taille, mais sur de la méthanisation à petite échelle, etc., il y a plein de choses à faire pour mieux valoriser les choses. Donc il faut ouvrir toutes ces voies-là sans trop de tabous, mais aussi avec une approche globale, et y compris une approche globale qui replace la confiance un peu en l'agriculteur pour trouver des solutions. Je vais prendre un exemple autour de ça, c'est la haie. La haie, je crois, et j'ai co-signé le programme Planton, haie avec le ministre. Le premier frein auquel on est confronté, chambre, quand on veut dire à un agriculteur de planter des haies, c'est la sanctuarisation et l'excès de réglementation. Il ne peut plus tailler entre telle date et telle date. S'il déplace une haie, il faut demander l'autorisation à la DDT. Quand bien même il demande l'autorisation à la DDT, il se fait aligner par l'OFB. On a des cas concrets. Il a eu l'accord de la DDT, il se fait aligner par l'OFB pour destruction d'habitat potentiel. Quand on va voir la haie, on dit mais il n'y avait pas de nid. On dit non, c'est de l'habitat potentiel. Ça se termine chez le procureur. Quand on a ça chez 10 agriculteurs dans un département qui est la Manche, je ne suis plus capable d'emmener un agriculteur à planter des haies. Donc à un moment, il faut aussi qu'on lâche un certain nombre de freins. Et je vais donner un autre exemple. Je crois fort en... Il faudra essayer de redévelopper l'herbe dans l'élevage, parce que économiquement, on arrive à trouver des solutions où on redéveloppe la part d'herbe qui tiennent économiquement, qui permettent d'améliorer l'empreinte environnementale, etc., de façon mesurée. Mais il ne faut pas que l'herbage y soit sanctuarisé derrière, parce que si l'agriculteur à qui j'explique qu'il va redévelopper un peu d'herbe, il voit que 5 ans après, il ne pourra plus bouger, rien que pour ça, il n'y va pas. Donc, il y a un moment, il faut qu'on accepte peut-être de un peu moins cadrer ou cadrer l'objectif global et rentrer dans cet accompagnement global. Mais ça, c'est un truc qu'on ne sait pas bien faire chez nous aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répondait aux questions, mais... Je crois que nous avons une nouvelle question. Merci, Madame la Présidente. C'est pas une question qu'un rebond sur ce que vous venez de dire, Monsieur Windsor. Il ne faut pas opposer production, environnement. J'entends, elle est sur comment on va dire, des superpositions, des réglementations. L'exemple des haies est sans doute assez parlant. Mais sur l'opposition production-environnement, c'est sans doute aussi parce que c'est perçu, ou c'est en réalité parfois aussi des contraintes qui viennent parfois gréver le revenu des paysans. Et est-ce que du coup la solution, ou une des solutions, un des chemins pour concilier les deux, de tout ce que vous venez d'exposer, c'est aussi la question des paiements pour services environnementaux. Comment vous vous positionnez là-dessus? Est-ce que c'est un chemin ou une facilitation pour amener les agriculteurs sur ce double enjeu qu'ils ont effectivement, d'assurer la production alimentaire du pays, avant tout, à mon sens, et en même temps préserver l'environnement dans lequel ils mènent cette production? 2 points, j'ai juste oublié de répondre avant sur la partie éco-phyto. Je ne peux pas me prononcer sur le plan, voilà, je ne le connais pas. Donc la réponse est courte. Je suis très favorable au PSE. Je n'ai pas de débat sur le sujet. Il y a un moment, un sujet quand même en France d'enveloppe ou de politique publique, c'est-à-dire que si on veut développer les PSE, on va aussi faire exploser la dette publique, ou comment on les finance, etc. Donc, moi, mais je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à travailler sur l'éducation du consommateur. Et moi, je vais le redire, hein, quand dans une cantine, il n'y a pas d'obligation d'afficher l'origine du produit qui est mangé par le consommateur, on n'aide pas le consommateur à faire un choix éclairé et à accepter les centimes de plus qu'il faut. Voilà. Quand dans une commande publique, on ne peut pas mettre de critères sur l'origine du produit, on n'aide pas les choses. Et je pense que, oui, je suis favorable au PSE, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus, mais je reste persuadé qu'à un moment, une partie de l'accompagnement devra aussi se faire en embarquant le consommateur. On ne fera pas la révolution de la production si on n'embarque pas en même temps le consommateur.
Merci, Monsieur le Président. Je tiens à vous adresser les remerciements de l'ensemble de la Commission pour la sincérité de vos propos. Nous continuons demain matin à 9h avec une audition ouverte à la presse de M. Pierre-Étienne Bitsch, coordinateur interministériel du comité d'orientation stratégique du plan Éco-Phyto. Merci à tous. Vous en saurez